écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mercredi, on peut désormais utiliser des satellites pour prédire les épidémies. 25% des médicaments prescrits sont mal utilisés par les Français. Et puis la sacro-sainte sieste de l'après-midi chez les tout-petits n'est pas forcément une obligation, nous dit une étude scientifique. Utiliser des satellites pour prédire les épidémies, c'est la nouvelle piste explorée par des scientifiques. Pour mieux enrayer les épidémies qui se propagent sur la planète, des chercheurs américains misent sur des photos satellites et des cartes météo. Voici les explications de Mélanie Taravant. Ce sont des satellites très sophistiqués qui donnent plein d'informations sur une région. Quelle est la température de l'air, le taux d'humidité ou encore quel type de végétation pousse dans cet endroit. Tous ces éléments sont ensuite entrés dans un ordinateur avec un logiciel hyper puissant. Et à la fin, ça permet de créer des cartes très précises. Par exemple, on sait qu'en Afrique, des températures extrêmes associées à une vague de sécheresse risquent de provoquer la dengue, alors qu'en Asie du Sud, c'est l'humidité qui est dangereuse. Et le grand intérêt de ce genre de carte météo, c'est qu'on peut anticiper. On peut prévoir une épidémie jusqu'à 5 mois avant. Du coup, les médecins imaginent déjà utiliser ce genre de carte pour prédire d'autres maladies. Pourquoi pas la grippe aviaire ou Ebola. À la clé, ce sont plusieurs millions de vies qui pourraient être sauvées chaque année. Il faut poursuivre la recherche sur le vaccin contre le virus Ebola. Une équipe de scientifiques internationaux met en garde contre un excès d'optimisme lié au recul du nombre de cas d'infection par ce virus. Le taux d'infection a effectivement baissé en Afrique de l'Ouest, mais le risque d'épidémie non maîtrisée demeure. 25% des médicaments seraient mal pris par les Français. C'est un chiffre que rappelle le journal Le Parisien ce matin. Et cela concerne notamment beaucoup de consommateurs d'antibiotiques qui ne respectent pas la durée écrite sur l'ordonnance ou encore les patients qui souffrent de maladies chroniques silencieuses comme l'excès de cholestérol, l'hypertension ou le diabète. Ils ont souvent l'impression que le traitement ne sert à rien. Selon le cabinet Jalma qui a réalisé cette étude, le non-respect des prescriptions conduirait 100 000 Français à l'hôpital chaque année. Et puis cela peut surprendre, mais la sieste chez les tout-petits n'est pas forcément une obligation. Alors voilà qui va étonner, mais qui va aussi rassurer certains parents dont les enfants refusent obstinément de dormir un peu l'après-midi. En général, c'est vrai, la sieste favorise la concentration et l'apprentissage, mais selon une étude scientifique britannique, après l'âge de 2 ans, certains enfants en ont moins besoin que d'autres et parfois même cette sieste pourrait être néfaste, nous apprend Mélanie Gomez. Ce qui ressort, c'est que chez certains enfants entre 2 et 5 ans, la sieste l'après-midi peut entraîner par exemple des problèmes d'endormissement le soir. Vous savez, ce sont ces petits qui mettent des heures à s'endormir le soir ou alors qui se lèvent 4 ou 5 fois avant de fermer les yeux une bonne fois pour toutes. Du coup, chez eux, ces scientifiques conseillent de tenter de faire l'impasse sur la sieste. C'est justement ce qu'a fait Julie avec son fils Émile. Dès l'âge de 2 ans, elle a décidé de ne plus le forcer à dormir l'après-midi et du coup, tout le monde y a gagné. On est moins dans le combat, c'est sûr qu'on n'a plus notre petite après-midi au calme, mais au moins le soir, il se couche vers 20h30, 21h au lieu de 23h. On en a parlé à notre pédiatre qui nous a dit qu'a priori il n'y avait pas de problème, s'il était en forme, qu'il n'avait pas de problème de concentration à l'école ou même la journée, et que ça dépendait des enfants. Donc voilà, on lui a fait confiance. Alors pas question non plus de supprimer la sieste chez tous les enfants car beaucoup en ont besoin au moins jusqu'à 4 ans. En revanche, pour qu'elle n'ait pas d'impact sur le sommeil la nuit, il y a quelques règles à respecter. Écoutez la chronobiologiste Claire Lecomte. La sieste doit démarrer dès la fin du repas pour l'enfant. Ça dure en général entre 1h30 et 2h et pas plus. Voilà, et pour les enfants qui ne dorment pas, cependant, un temps calme d'1 heure est recommandé après le repas en début d'après-midi. Et puis un miracle en Inde, un bébé a survécu après être tombé d'un train par le trou des WC. Et oui, j'ai relu 2 fois la dépêche pour être sûre d'avoir bien compris. Ce bébé a effectivement survécu à une naissance effrayante. Sa mère, âgée de 22 ans, s'est évanouie après avoir accouché dans les toilettes du train. Je crois qu'elle avait fait tomber. Et voilà, et le bébé a glissé par le trou de la cuvette pour tomber sur les rails alors que le train était à l'arrêt dans une gare. La famille a réalisé le drame après le départ du train, mais heureusement le bébé a pu être récupéré sain et sauf sur les rails par un employé de la gare. Mais non. Si. Couché dans un train sur les toilettes et le bébé tombe sur les rails. Et il survit. Entre les rails plutôt, oui. Et il survit. Autre chose, Julie, parce que vos commentaires étaient vraiment passionnants sur ce que donc je vous laisse faire, allez-y. On peut tenir jusqu'à midi comme ça. Oh mon Dieu. C'est terrible. Le chiffre du jour, c'est 68. Autre chiffre étonnant, 68% de la population dort mal au mois de février contre 39% au mois de mars, selon une étude britannique menée auprès de 21 000 personnes. Et les chercheurs ont en effet établi, Julie, qu'on mettait en moyenne 8 minutes de plus pour s'endormir
s'endormir au mois de février par rapport aux autres mois de l'année. Mon Dieu, mais non. Alors pourquoi dort-on plus mal au mois de février ? Eh bien, le ronflement qu'il nous a mis là, c'est pas possible. La faute aux habitations surchauffées et aussi à notre morale qui est un peu moins bon à cause du manque de lumière au mois de février. Oh. Un commentaire. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.